Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Mon invité est une voix et un visage bien connus de la RTBF. Aujourd'hui à la retraite, il s'éclate au Sénégal et parcourt les routes de Belgique à votre rencontre pour partager avec vous les chansons de son idole, Johnny Hallyday. Bonjour Thierry Luters. Bonjour Nicolas. Heureux de vous retrouver. C'est gentil, merci. Alors après 42 ans de carrière à la RTBF, vous preniez il y a 2 ans votre retraite à l'âge de 63 ans. Pourquoi est-ce que c'était le bon moment pour vous ? Parce que je pouvais partir et que je pensais que j'avais fait un peu le tour de la question après une aussi longue carrière. Surtout que j'ai eu la chance d'avoir une carrière très variée, puisque j'ai pu faire d'abord des jeux et des variétés avant de faire la transition vers le sport. Donc voilà, et ça me permettait de m'adonner encore plus à mes passions variées et diverses, puisque j'aime bien chanter, vous l'avez dit, j'aime bien écrire des livres, j'aime bien donner des conférences et j'aime bien voyager. Pas de regret donc de ne pas participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Alors j'ai eu un petit pincement au cœur en les regardant, mais j'aurais quand même pas pu les commenter parce que si j'avais été jusqu'à 65 ans, je les aurais loupés de quelques semaines, donc c'était impossible. Donc pas de regret alors ? Non, mais quand j'ai vu l'Euro et les JO, j'ai quand même envié mes collègues qui étaient sur place parce qu'il faut reconnaître que les Jeux de Paris étaient absolument grandioses, surtout avec les sites qui accueillaient les différentes disciplines sportives. Vous passez désormais une partie de votre vie au Sénégal. À quoi ressemble votre vie là-bas ? Non, j'y vais pas tant que ça. Non, j'y vais de temps en temps. J'aime bien me ressourcer là-bas. Les gens sont charmants parce que d'ailleurs, ce pays s'appelle le pays de la Teranga, c'est-à-dire le pays de l'hospitalité. Et j'aime bien y écrire mes livres au soleil, avec une petite baignade de temps en temps. Donc c'est un endroit assez inspirant. Comment est-ce que vous avez découvert ce pays ? Alors ce pays, je l'ai découvert par un coup de foudre en 2005, pour mes 25 ans de RTBF. À l'époque, on avait des voyages, partiellement financés par les œuvres sociales, pour ne rien vous cacher. Et puis voilà, j'ai eu l'opportunité de retourner là-bas et j'en suis très heureux. Et comment vous vous y sentez ? Je m'y sens, oui, je m'y sens bien, les gens sont charmants, il y a une douceur de vivre, ils n'ont pas du tout le même rythme de vie que nous et je pense qu'ils ont raison. Thierry chante Johnny, c'est le titre de votre spectacle dans lequel vous rendez hommage à Johnny Hallyday. Prochaine date le 3 octobre au Centre culturel d'Oderghem. Comment est née cette aventure ? Avant ça, je serai le 15 septembre aux Fêtes de Wallonie à Liège, dans la cour du Palais des Princes-Évêques. Alors cette aventure, elle est née il y a presque 25 ans maintenant. J'avais monté un groupe en hommage à mon idole avec des copains, musiciens. Et puis pendant quelques années, ça a été un peu en dilettante. Et alors à partir de, je ne sais plus, quelques années avant son décès, notre structure s'est professionnalisée. On a commencé à faire pas mal de dates. Bon, évidemment, ça s'est précipité malheureusement avec son décès. Puis il y a eu un coup d'arrêt avec le Covid, là ça a redémarré. Donc je fais une vingtaine de dates par an, bon an, mal an. Et voilà, en fait c'est un hommage que je rends à mon idole. Moi je ne suis pas un imitateur, je ne suis pas un sosie, ni physique malgré le bouc, ni vocal. Et donc je le fais avec mes tripes. Vous avez des points communs avec Johnny Hallyday ? Je suis peut-être plus timide qu'on ne croit. C'est qu'il était toujours un petit peu, lui, mal à l'aise dans l'exercice de l'interview. Sinon, si je peux être immodeste 30 secondes, peut-être la longévité. Il a eu une carrière longue. Moi, je pense que moi, j'ai eu une carrière assez riche aussi, même si ça n'a rien à voir avec celle de Johnny. Mais c'est pour ça que j'aime bien terminer mon tour de chant par une chanson que j'adore, qui est très peu connue de Johnny, mais qui est assez symbolique et qui s'appelle « Toujours là ». En 41 ans, vous avez assisté à 35 concerts de Johnny Hallyday. Que ressentiez-vous en le voyant sur scène ? De l'adrénaline, de l'émotion, de l'admiration. J'ai vu évoluer son public, qui était plutôt loupard, blouson noir au départ. D'ailleurs, la première fois que je l'ai vu sur scène, il y avait une bagarre générale, je me souviendrai toute ma vie, c'était en 76. Et puis j'ai vu un public un peu plus calme, intergénérationnel. Et alors ce qui est assez comique, c'est que les dernières fois que j'ai vu Johnny, je le regardais avec un œil plus professionnel que de fan. J'étudiais un peu sa façon de chanter, de s'économiser, de sa gestuelle, et je m'en suis un petit peu inspiré quand même pour rendre hommage. Même si je ne suis pas un imitateur. Et vous, quand vous êtes sur scène, qu'est-ce que vous ressentez ? Par moments, surtout depuis qu'il n'est plus là, beaucoup d'émotions dans certaines chansons. C'est très curieux, c'est chaque fois au même moment, dans Les Portes du Pénitencier par exemple.
Et je sens d'ailleurs que le lien avec le public a évolué depuis sa disparition, parce qu'après les gens viennent me trouver, ils sont contents qu'on continue qu'on perpétue quelque part l'héritage artistique de Johnny, parce qu'il a quand même laissé plus de 1000 chansons, ce qui est exceptionnel. Donc les gens sont contents de ça, et moi surtout j'éprouve beaucoup de plaisir, je prends mon pied, j'ai des super musiciens. Je crois que la notion de plaisir elle doit être permanente dans cette entreprise. Quels sont vos autres projets? Ben là, j'ai quand même encore quelques concerts d'ici la fin de l'année. Je donne aussi pas mal de conférences sur mon thème de prédilection qui sont les tombes des gens célèbres. En concert, je serai notamment le 15 septembre au Fêtes de Wallonie à Liège et dans la cour du Palais des Princes-Évêques, il y a pire comme endroit. Hein. Et puis, j'aimerais bien faire aussi des petites capsules historiques parce que je suis historien de formation et c'est la seule matière que je n'ai pas vraiment abordée dans ma longue carrière. Et je prépare aussi un 7e et dernier ouvrage sur les cimetières où il sera question des tombes des stars dans le monde entier. Donc chansons, cinéma, sport, donc ma banque de données est quasiment prête. J'ai beaucoup voyagé, j'ai été voir beaucoup de tombes. Donc voilà, les projets, ça ne manque pas. Et pour lier justement cette passion pour les tombes des gens célèbres et Johnny Hallyday, vous vous êtes recueilli devant sa tombe. Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai été un peu déçu, je m'attendais à plus d'émotions. J'ai trouvé la tombe un petit peu kitsch, entre guillemets, fort chargée. Et 2 jours plus tard, non même le lendemain, je suis allé de Saint-Barth via Saint-Martin à la Jamaïque, qui n'est pas tellement loin, hein, des Antilles aux Caraïbes. Et je suis allé voir la tombe de mon autre idole, parce que peu de gens le savent, et mon autre idole c'est Bob Marley. Donc je suis allé voir la tombe de Bob Marley, et là j'étais ému, parce qu'il y a tout un décorum, c'est dans son village natal, à 9 Miles, dans les montagnes, là, c'est au milieu de nulle part. C'est un endroit incroyable, et je trouve qu'il y a une énergie là, et ça c'est un grand souvenir pour moi. Vous êtes né le 26 mars 1959 à Liège. Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance? Oh, j'ai eu une enfance très heureuse. J'étais le dernier de 4 enfants. Malheureusement, on n'est plus que 3 puisque mon frère Philippe nous a quittés. J'ai encore la chance d'avoir ma maman qui a 93 ans. J'étais un petit garçon, je crois, assez sage, studieux à l'école. Et il paraît que quand j'avais 10 ans, c'est la personne intéressée qui me l'a rappelé. Je lui chantais Que je t'aime à la cour de récré, ce qui est logique puisque Que je t'aime 169. Donc ça veut dire que j'avais déjà quelque part Johnny dans la tête et dans l'oreille. Avant de devenir le journaliste sportif que l'on connaît, vous avez animé des émissions de variété. Quel souvenir est-ce que vous gardez de cette époque? De variété et de jeu. Et de jeu. Oui, j'ai d'abord commencé par un jeu qui s'appelait Micro Défi. Quand on le revoit aujourd'hui en télé, ça paraît un peu improbable, on dirait une émission à télévision soviétique. Il a même compris pourquoi il y avait des porteurs de câbles, puisque les caméras ne bougeaient pas. Et donc, après, j'ai eu la chance de faire 2 grosses émissions. Une variété jeu qui s'appelait Billets doux, sponsorisée par la Loterie Nationale, où on a reçu toutes les plus grandes vedettes, sauf Johnny. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à Billets doux. Bienvenue à Billets doux, votre nouvelle émission mensuelle et en public, vous l'aurez constaté, de variété et de jeux en collaboration avec la Loterie Nationale. Alors pourquoi Billets doux? C'est une excellente question, je suis très heureux que vous la posiez. Eh bien parce que des billets, il en sera souvent question ce soir. Figurez-vous, c'est une confidence que je vous fais, dans la valise que je tiens ici à la main, avec cette menotte pour être sûr, se trouve 1 million de francs belges réévalués. Et cette somme est mise en jeu par la Loterie Nationale ce soir et nous saurons dans 1h15, 1h30 dans quelle proportion ce capital, important s'il en est, sera distribué. Et puis, ce qui a été, je pense, mon plus grand succès télévisuel en qualité de présentateur, c'était Copie Conforme, qui était une émission avec des sosies, qui a très très bien fonctionné pendant plusieurs années le dimanche soir. Puis j'ai été journaliste sportif et j'ai retrouvé une grande notoriété et visibilité grâce au Grand Cactus de mon ami Jérôme Devazé. Justement, Copie Conforme est votre plus grand succès télé. Comment l'expliquez-vous? Parce que je pense qu'on a commencé avec des tout petits moyens. C'est un programme qui a été monté à la hâte pour boucher un trou dans une case de la grille estivale. Mais le concept des sosies était fort. C'est-à-dire que d'ailleurs, il a été repris à maintes reprises en télévision. C'est un concept qui avait été amené, je me rappelle à l'époque, par Gérard Vallée, un animateur radio bien connu. Et je crois que les gens étaient un peu fascinés par le côté
parfois un peu ringard, on peut dire, de l'émission, un peu kitsch, avec des sosies qui ressemblaient soit très fort, soit pas du tout. Mais moi, je trouve ça comique qui ne ressemble pas du tout. Et il y avait certaines personnes qui étaient atteintes d'une forme de schizophrénie, qui se prenaient vraiment pour la star qu'ils incarnaient. Et donc, on a vu que ça marchait très bien. Et un an plus tard, on a décidé d'étoffer cette émission avec beaucoup plus de moyens, d'autres décors, etc. Parce qu'on est passé, grâce à Pierre Meyer, le producteur, on est passé dans une coproduction avec les Suisses et les Canadiens, ce qui nous donnait un plus grand confort. Dans votre livre Souvenir, Souvenir, paru en 2022 chez Luc Pire, vous écrivez « La notoriété a parfois été difficile à vivre ». Pour quelles raisons? J'avais une vie sociale nocturne, et pour tout dire parfois un peu éthylique, qui m'a valu de faire des rencontres pas toujours très sympathiques, parce que le Copie Conforme était une émission tellement populaire qu'on en parlait partout, et parfois les gens devenaient un petit peu agressifs à certaines heures avancées de la nuit à mon encontre. En revanche, le contexte et le contact avec les gens a changé dès lors que je suis devenu journaliste sportif, et encore plus quand je suis devenu journaliste d'investigation dans la dernière partie de ma carrière, ce qui m'a permis d'acquérir une sorte de respectabilité, de crédibilité, qui fait que les gens m'abordaient complètement différemment. Enfin bon, je tiens quand même à préciser que j'ai jamais été agressé physiquement, c'était pas non plus l'enfer, mais c'était quand même un petit fardeau à porter, parce que Copie Conforme, dès que je mettais un doigt de pied en dehors de chez moi, tout le monde me parlait des sosies. Vous évoquiez des nuits alcoolisées, celles et ceux qui vous agressaient verbalement l'été aussi. Vous, ça fait 19 ans que vous êtes abstinent. Oui. C'est une chose importante dans votre vie. C'est une fierté. Il y a 19 ans que j'ai arrêté l'alcool, il y a 11 ans que j'ai arrêté le tabac. Donc je pense que je me suis fait un double cadeau de vie qui, je l'espère, va me permettre d'allonger mon espérance de vie. Le tabac, vous l'avez déjà longuement évoqué. L'alcool, ça a été difficile d'arrêter? Non. Non? Non, parce que je savais que je n'avais aucune dépendance de l'alcool, parce qu'en fait, je ne buvais pas tous les jours. Donc j'étais ce qu'on appelait un buveur mondain. Et le tabac, j'ai arrêté grâce à la RTBF, parce qu'à l'époque, Éric Gilson, qui était le directeur de l'université, avait fortement insisté pour que je puisse être le porte-drapeau, en quelque sorte, d'une campagne, d'une croisade menée par la RTBF avec Tabac Stop, qui est une émanation de la Ligue belge contre le cancer. Et il y avait 200-300 personnes, je crois, qui relevaient le même challenge que moi en même temps que moi. Et donc tous les jours, je devais poster une petite vidéo pour dire, voilà, je tiens toujours le coup, et j'ai tenu le coup. Maintenant, je ne sais pas si c'est les 300 de départ, je ne suis pas sûr que tout le monde a tenu le coup, mais je me souviens qu'on a fait une journée un peu récréative, où on s'est retrouvés, tous ceux qui avaient arrêté en même temps que moi, c'était très sympathique. Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui sont alcooliques et qui ont envie d'arrêter, mais qui n'y arrivent pas, qui ont besoin d'un conseil, d'un coup de pouce? On me pose souvent la question, il y a même des gens, des amis ou des copains qui me téléphonent, comment tu as fait? Et moi je répète que je n'avais pas d'addiction puisque je ne buvais pas tous les jours. Oui, mais vous souhaitiez arrêter. Je souhaitais arrêter pour différentes raisons, donc je pense que c'est d'abord avant tout et surtout une question de volonté. Et il en va de même pour le tabac, et l'alcool ça fait des ravages, ça fait faire des bêtises, et le tabac, moi je ne comprends même pas pourquoi les gens fument encore aujourd'hui, parce que c'est très cher, c'est extrêmement mauvais pour la santé, et vous devenez des êtres un peu asociaux puisqu'on ne peut plus fumer nulle part. Donc moi je pensais que dès lors le nombre de fumeurs allait diminuer, et je pense que ce n'est pas tout à fait le cas. Vous avez aussi animé l'émission de variété Billets doux. Une rencontre vous a particulièrement marqué, c'est Serge Gainsbourg. Oui, Serge Gainsbourg, c'est la plus grande rencontre de ma vie. Pas tellement loin de l'endroit où on se trouve, même si c'était la RTBF avec le Studio 6 a été démoli depuis. Oui, en fait, il est venu un an avant sa mort, parce que sa maison de disque avait sorti l'intégrale de son œuvre en CD. Et ce qui avait été surréaliste, c'est qu'on devait faire une interview de 20 minutes de la régie du Studio 6, qui était une très bonne idée, mais la régie n'était pas prête, et donc je me suis isolé avec lui pendant 1 heure dans un petit salon privé, où on a fumé des clopes, où on a bu du champagne, et on a eu une conversation quasiment comme des vieux copains de régiment. C'était quand même la légende à l'époque, Gainsbourg. Et à la fin de l'interview, qui s'était très bien passée, il m'a regardé, il m'a fait « Mon petit gars, t'es relax ». D'ailleurs, il m'a fait très mal parce qu'il a tapé violemment, mais c'est, je pense, le plus beau compliment qu'on m'ait fait dans ma carrière. Au terme de 42 ans de carrière, vous avez pris votre retraite il y a 2 ans. Dans votre livre, vous écrivez « J'ai tout donné à la RTBF, souvent au détriment de ma vie privée ». C'est-à-dire que dès lors que vous êtes journaliste sportif, par définition, vous devez travailler le week-end. Donc ce n'est pas l'idéal quand vous êtes en couple. Vraiment, je n'avais pas d'enfant, mais je sais que ça a été un problème pour certains collègues qui avaient
femme et enfants. En plus, il faut les périodes fortes de boulot, ben, c'est l'été. Donc c'est la période des vacances. Donc moi j'ai dû faire des sacrifices consentis. Oui, c'est vrai que quand vous faites aussi de l'investigation, il n'y a plus d'horaire. Vous pouvez être appelé à n'importe quel moment si un truc se passe. Ben, c'est un choix délibéré. Mais alors si on veut avoir une vie plus confortable et plus horaire de bureau classique, il ne faut pas faire du journalisme. Vous regrettez de ne pas avoir eu une vie privée épanouie? Non, parce que maintenant j'en ai une. Donc non, je n'ai pas de regrets. C'est clair que j'ai mieux réussi ma vie professionnelle que ma vie privée, mais je pense qu'il y en a qui ratent les deux. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas eu d'enfant? Non. Ça fait partie de vos regrets? Non, je ne suis pas mis. J'ai été marié il y a très très longtemps. Et puis je ne suis pas mis, mais je suis 2 fois parrain, 7 fois oncle, 7 fois grand-oncle. Donc il y a comme des enfants dans ma vie. Vous avez travaillé en presse écrite, en radio, en télé. Quel a été votre média préféré? Ça, c'est une question embarrassante. Parce que quand on demandait à Louis Jouvet s'il préférait le théâtre ou le cinéma, il répondait, c'est comme si vous me demandiez si je préfère mon père ou ma mère. Je pense quand même, après réflexion, que c'est la radio. Parce que c'est un médium formidable, de liberté. On a le temps d'installer les choses. Et commenter un match de football, par exemple, ça c'est un bonheur quand même à la radio parce que vous vous adressez à l'imaginaire des gens. Il faut être le plus descriptif possible pour que les gens en réalité voient le match. Et vous êtes une sorte de conteur, moi, je trouve, d'une histoire qui se déroule sous vos yeux. Et un jour, j'avais lu une interview d'un aveugle qui avait dit quand Thierry Luters commentait un match, je vois le match. Et ça m'avait bouleversé parce que c'est vraiment le plus beau compliment de ma carrière de journaliste sportif. Lou Deprez, qui était l'un de vos grands copains, Ouais. comment vous étiez-vous rencontrés tous les deux? Ça remonte à tellement loin, sans doute dans une nuit arrosée. Non, mais on a fait quelques télés, quelques galas ensemble où je le présentais. On avait un sens commun de la fête. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. J'ai été très affecté par sa disparition. Et c'est un type qui était très intelligent et très visionnaire. Parce qu'il a quand même fait le premier rap en français avec Stop ou Encore, le premier ska en français avec Kingston, évidemment le premier morceau punk en français avec Sa plante pour moi. Donc c'est un type qui était un génie quelque part. Et dans le showbiz, où à l'époque j'ai croisé tous les grands artistes belges de par mes émissions, j'avais aussi un lien affectif très fort avec Pierre Absat, qui lui était vraiment devenu un grand ami. Et, sa disparition a été bouleversante parce que beaucoup trop précoce. Comment est née votre amitié avec Lou Deprez? Je ne sais plus. Parce qu'il y a des gens qui se croisent, mais à quel moment vous vous rendez compte que vous allez le garder dans votre vie? Qu'est-ce qui vous réunissait? Lou, je pense qu'avec Lou, on avait un goût commun pour les vieux films américains, on retenait des trucs un peu inutiles, il avait le sens de la fête. C'était un gars que j'aimais beaucoup parce qu'il était drôle, il était cultivé. Bon, après, je l'ai un petit peu perdu de vue puisqu'il se partageait entre la Thaïlande et la Belgique. Mais je suis allé donner une conférence à Lessine il n'y a pas si longtemps. Et évidemment, je suis allé me recueillir à Wannebeek sur sa tombe et je lui ai dédié ma conférence. C'est indiscret de vous demander ce que vous lui avez dit face à sa tombe? Qui me manquait. Et il m'avait dit qu'il allait mettre sur sa tombe, mais ce n'était pas encore le cas à l'époque, la tête de sa de son géant. Oui, oui. Il m'avait dit que ça faisait partie de ses souhaits aussi. Mais ça, il me l'avait dit de son vivant qu'il allait avoir une tombe extraordinaire à Wannebeek. Mais quand j'étais à la tombe, ça n'était pas encore fini. Il m'avait même envoyé la photo de la simulation. Oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Oui. Quelqu'un d'autre qui vous manque, évidemment, c'est votre frère, Philippe, qui est décédé le 30 novembre 2007, un vendredi noir à tout jamais pour vous. Comment est-ce que vous vous êtes relevé de cette épreuve? Grâce à un bon psychiatre. Et ça a été très difficile parce que Philippe, c'était plus que mon frère, c'était vraiment mon ami, mon pote, on se téléphonait tous les jours. Bon, évidemment, on faisait des métiers similaires, donc ça nous avait rapprochés, mais bon, c'est pas pour ça forcément qu'on s'entend comme larron en foire. Non, ça a été une perte terrible et tellement inattendue, inopinée, et il avait une vie extrêmement saine. Et là, il est parti sur 1 an à la suite d'un cancer fulgurant incroyable. Et voilà, donc j'aime bien qu'on le revoie de temps en temps dans des émissions sur la 3 ou sur la chaîne Mélodie, où il repasse aussi mes anciennes émissions d'ailleurs, et c'est bien parce que de le revoir, il est toujours là, quoi.
Après sa disparition, vous avez ressenti sa présence dans votre vie. De Ouais. quelle manière s'est-il manifesté à vos côtés? Je me rappelle qu'une fois, j'avais été confronté à un petit dilemme professionnel et je m'étais dit, tiens, comment est-ce que mon frère aurait réagi? Parce qu'il était souvent de très bons conseils. Et je me suis dit, tiens, il m'aurait dit ça. Et cette phrase m'a marqué et j'ai senti qu'il me l'a soufflé à l'oreille et ça m'a permis de solutionner ce petit dilemme. Encore récemment, il est revenu près de vous? Non, mais j'aime bien lui rendre hommage sur Facebook à la date anniversaire de sa mort ou de sa date anniversaire tout court, puisqu'il était né en 55, donc aujourd'hui il aurait 69 ans. Et j'aime bien parce que sur Facebook, les followers y vont de commentaires très sympathiques. Mon frère, je pense, a laissé l'image de quelqu'un de professionnel et ce qu'on appelle chez nous un vrai gentil. C'est ce qu'on entend souvent de vous aussi. Je sais pas. Un vrai professionnel, oui. Le reste, c'est à vous de juger. Quelle est la plus belle aventure qu'il vous reste à vivre? Faire encore quelques voyages, j'aimerais bien. Et alors, là, je crois que je recommence là une belle histoire d'amour avec ma fiancée. C'est une histoire qui a été un peu interrompue, mais qui a bien redémarré depuis quelques semaines. Et puis, je vous dis, sur le plan professionnel, d'abord, évidemment, avoir une bonne santé le plus longtemps possible. Et sur le plan professionnel, j'aimerais bien faire aboutir ce projet d'émission historique. C'est un peu mon dernier rêve professionnel à réaliser. Votre fiancée, c'est une liégeoise? C'est une bruxelloise. Vous êtes indiscret. Vous parlez de celle que vous aimez et qui vous fait vibrer et vous le partagez avec moi. Chose que je ne fais jamais devant une caméra. J'en suis honoré, merci pour ça. Merci. Comment vous rend-elle heureux? Elle est belle, elle est gentille, elle est attentionnée, elle est apaisante, elle a toutes les qualités. Ou presque. Bien, je vous souhaite que le bonheur continue. C'est gentil, merci beaucoup. À vous rendre heureux auprès d'elle. C'était un plaisir de vous retrouver. Merci Nicolas. Et on se retrouve aussi évidemment aux Fêtes de Wallonie avec vous. Le 15 septembre. Et Johnny, et le 3 octobre au Centre culturel d'Oderghem à Bruxelles. Rendez-vous est pris. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.